Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Regard Graphique qui lance la 2e saison du podcast. Pour cette nouvelle saison, je ne suis plus seul puisque Monsieur You, l'invité du dernier épisode de la première saison, fait maintenant partie de l'équipe. En plus de préparer les interviews avec moi, il a aussi réalisé le nouveau jingle de l'émission, donc un grand merci à lui pour son aide. On commence cette nouvelle saison avec Maya Amilcaro-Berlin comme invitée. Maya est l'autrice de la bande dessinée La Chasse à l'ours et elle est également chroniqueuse sur Radio Grand Papier. Bonne écoute. Regard graphique. Salut Maya, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter un peu et parler de ton parcours? Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Maya Amilcaro-Berlin, je viens de banlieue parisienne. Je suis autrice de bande dessinée, je suis encore étudiante à l'ESA Saint-Luc à Bruxelles, où j'habite depuis 3 ans. Et pour l'histoire de ma life, en gros, moi j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon avant de faire de la BD. Et donc j'ai fait ça pendant 3 ans et j'étais plus spécialisée en... Enfin, les Beaux-Arts de Lyon, c'est une école qui est plus spécialisée en théorie et en écriture poétique et qui n'aime pas du tout la bande dessinée. Et donc je me cachais un peu le soir pour faire mes dessins illustratifs, on dirait. Et après, moi, ça m'intéressait aussi d'avoir un travail autour de l'écriture poétique et un travail très théorique. Je trouvais ça très stimulant. Et quand j'ai fini ma licence, en fait, je voulais faire un stage pour faire une bande dessinée. Parce que c'est un truc que je voulais faire. J'ai un peu créé des amorces où, je sais pas, je faisais un accrochage avec des dessins et je récitais un texte et je demandais aux spectateurs de relier ça un peu dans leur tête. J'avais l'impression que pendant 3 ans, je tournais un peu autour du fait de faire de la bande dessinée, en fait. Ou alors, je faisais des petits films d'animation avec des diapositives ou des trucs comme ça. Et j'ai demandé à faire un stage aux Ateliers du Tonnerre à Bruxelles. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Et j'ai vraiment embrassé ce stage où j'étais genre tout le temps au Tonnerre. Et à côté, je suis devenue très proche de Antoine, Léo, Romane, qui sont forgeries et qui avaient un atelier qui s'appelle l'Impression Forte où je faisais de la gravure aussi. Et donc pendant ce stage, ça a duré 6 mois. Genre j'étais tout le temps au Tonnerre ou quand j'y étais pas, je faisais de la gravure dans leur atelier. Et pendant ce temps-là, j'ai pu faire une BD qui était ma première BD. Et j'avais déjà fait des essais, on va dire, très art contemporain de BD avant quand j'étais aux Beaux-Arts. Mais là, c'était ma vraie BD, on va dire. Et j'ai fait un petit lancement au Tonnerre à la fin de mon stage. Ensuite, je suis rentrée à Lyon. Je suis restée 2 mois. Et après, je suis revenue directement à Bruxelles. J'ai un peu... Là, on était genre en avril. Du coup, j'ai un peu aidé par-ci par-là, genre le Tonnerre. Stage moule, je faisais des petits fanzines et tout. Et après, j'ai repris les études et du coup, je suis arrivée à Saint-Luc en bachelor 3 parce que j'avais raté les dates d'inscription pour le master. Et voilà. Et pourquoi tu as choisi Saint-Luc? J'ai grave hésité en fait entre Saint-Luc et l'Ergue. Et en fait, l'Ergue, je trouvais que ça ressemblait trop à mon ancienne école. Et justement, il y a un truc où moi qui m'avais fort peiné aux Beaux-Arts de Lyon, c'était qu'il y avait un aspect presque pédant avec la technique. Et je dis pas que c'est comme ça à l'ERG, c'est pas pareil, mais en tout cas j'avais un genre de manque à combler avec le fait d'avoir un apport très technique par rapport à mon dessin, par rapport au fait de faire un fanzine, par rapport à de l'infographie. Et je trouvais que Saint-Luc c'était la meilleure option pour ça. Et comme j'étais dans une école très wild, je crois que j'avais envie d'un truc très carré, que je regrette peut-être un peu maintenant. Mais en vrai, je pense que c'est la meilleure des options. Et du coup, donc ton arrivée à la bande dessinée est arrivée de manière un peu... c'est un enchaînement de réflexions et de travaux qui t'ont fait arriver vers ça? Euh, En Ou bien vrai, c'est quelque chose qui était déjà en toi depuis longtemps et... pour être honnête, je pense que j'avais ça depuis le début,
où moi je lis beaucoup, enfin un peu moins maintenant, mais j'adore lire. Dès que j'ai pu lire des BD, je lisais des BD. Quand j'étais gamine, j'ai acheté mon argent de poche, ça partait là-dedans, dans les romans graphiques, comme je les appelais avant, ce que je ne fais plus. Et ouais, je dessinais tout le temps. Et en fait, quand j'ai fait un lycée d'art appliqué à Paris, et du coup, quand j'étais là-bas, moi dans ma tête, je me disais, ah, mais plus tard, je serai autrice de BD, on va dire en seconde. Mais après, très vite, je me suis bien rendu compte que c'était un peu un métier où j'allais pas avoir d'argent. Et je pense que du coup, je me suis assez vite orientée vers plus le graphisme. Et ensuite, j'ai fait une prépa et il y a un prof qui m'a dit que ce serait intéressant pour moi de faire les beaux-arts. Parce que aussi, je voulais pas faire une école de BD. J'avais grave hésité à faire genre Épinal ou aller aux Arts Déco de Strasbourg. Mais dans ma tête, je me disais que si je faisais ça, et ben, je pourrais pas faire d'autres choses. Et j'avais quand même un peu cette envie de, bah ouais, d'écrire des trucs plus perchés, de quand même faire un peu de la perf, d'essayer l'install et tout. Mais quand même avec cette idée d'avoir le dessin et la bande dessinée on va dire en plat de subsistance. Mais le truc, c'est que quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, il y avait une telle méfiance et franchement un tel mépris de la bande dessinée que j'ai juste arrêté d'en faire en fait. J'en faisais à côté et je pense que j'ai un peu un petit syndrome de bon élève où je voulais qu'on me dise que c'était bien quoi. Et on n'allait pas me dire ça quand je faisais de la bande dessinée. Donc je faisais ça un peu à côté. Et, euh, et du coup, j'ai un peu arrêté de dessiner en fait. Parce que je me suis concentrée sur d'autres choses et on dirait que je suis très énervée contre cette école, c'est faux. Enfin, j'ai fait plein de choses super, mais c'est juste, vu qu'on parle de BD, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Et donc, ouais, j'ai un peu arrêté et après, c'était juste là et j'étais en mode, en fait, ça me manque trop. Et d'arriver à Bruxelles et de faire le stage au tonnerre, déjà de voir que des gens qui faisaient ça, j'étais en mode, ah, mais ça existe vraiment. Des gens qui font de la bande dessinée, c'est pas genre un mythe et en fait, ça existe quoi. Et il y a plein de monde. Et en fait, c'est ok, il y a juste plein de manières différentes de le faire. Et ça m'a fait genre un genre de déclic. Et après, depuis, j'ai l'impression que j'ai faim et que je dois rattraper un peu ces années où je dessinais à fond et tout. Et du coup, t'es arrivé en troisième année de bachelier à Saint-Luc. Mhm. Et donc là, tu as commencé un master, tu es en deuxième année, alors que tu as déjà un pied dans le milieu, on va dire, comme tu as déjà publié Mm. ta première bande dessinée, La chasse à l'ours, dont on va parler juste après. Pourquoi est-ce que tu as choisi de continuer avec un master plutôt que de te lancer directement? Est-ce que c'est genre une envie de perfectionner, une peur de se lancer ou... Bah, un peu des deux en fait. En vrai, je pense qu'il y a un genre de syndrome de l'imposteur où je me disais que tout le monde avait un diplôme, que j'avais besoin d'un diplôme. Mais justement, en fait, là, il y a eu cette année charnière entre les Beaux-Arts de Lyon et les A Saint-Luc, où j'avais mon stage au tonnerre. Et ça, c'était genre de septembre à février. Et ensuite, de février à juin, jusqu'à la date limite des inscriptions pour les écoles, j'hésitais de ouf. Et j'en parlais à tous mes potes en me disant, ok, est-ce que je le fais ou pas? Et il y en a qui me disaient oui, il y en a qui me disaient non, il y en a qui me disaient tu verras et tout. Et en vrai, enfin, tu vois, ça allait, j'avais quoi? J'avais 22 ans. Je me dis, 3 ans en plus, ça peut être cool. Et pour le truc dont je parlais tantôt aussi, pour avoir un apport plus technique, où je me disais que peut-être de base j'y allais plus pour moins avoir le syndrome de l'imposteur, mais qu'en vrai aussi, dans le fond, euh, bah, j'avais envie d'apprendre des trucs. Genre, moi j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup apprendre des choses. Quand je regardais la moitié des cours, je trouvais ça méga alléchant. Genre, je sais pas, on a des cours hyper bien. Et là, je suis dans un double cursus à l'ULB, le master approfondi là. Enfin, c'est pas vraiment un double cursus, mais. Donc, pour le côté théorique et tout, je me disais que c'était un peu ouais, une super bonne opportunité pour connaître encore plus de choses sur la bande dessinée et vraiment rentrer x12 dans le bain et y aller à fond quoi. Et du coup, comme on l'a évoqué, tu as déjà publié une bande dessinée qui s'appelle La chasse à l'ours. Est-ce que tu peux en parler un peu et expliquer comment est arrivée l'envie de faire ce projet? Alors, La chasse à l'ours, c'est un livre qui a maintenant 2 ans et demi. De base, c'est venu d'une proposition de Du Noir sous les ongles, qui sont mes anciens colocs, et qui font aussi partie du tonnerre. Et moi, j'avais fait un peu des petits zines. Ils avaient vu mon zine que j'avais sorti au tonnerre, qui s'appelle Rêves enflammés, d'ailleurs. Et ils m'ont dit, ah, mais ce serait trop cool que tu fasses une histoire avec nous. Si un jour tu as une idée, tu nous dis.
Et de base, ça partait vraiment un peu d'une idée comme ça de faire un petit livre avec ses potes. Et du coup, moi, j'ai pour l'histoire, donc c'est deux potes qui se retrouvent dans un bar. Et on a une, on comprend qu'elle vient de vivre une rupture, même si c'est assez flou. Et donc, elle parle plus de la reconstruction qui est assez difficile et de la difficulté qu'elle a à mettre des mots sur ses sentiments, ses états de corps, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Et pendant qu'elle parle, il y a le décor qui change et il y a des animaux, un ours, une biche et des chiens qui apparaissent dans le fond et qui créent une histoire qui est beaucoup plus violente où justement les mots sont mis sans être vraiment mis, mais il y a un genre de violence qui arrive dans le fond. Et pour la petite histoire, le titre et l'idée, elle m'est venue de lectures que je faisais de bouquins de médiévistes. Parce que quand j'étais aux Beaux-Arts à Lyon, et encore maintenant, c'est une période qui m'intéresse, notamment pour l'iconographie. Et du coup, je lisais un bouquin de, je sais plus si c'est Michel Pastoureau ou Michel Perrault, et qui parlait de la chasse et de l'histoire de la chasse médiévale, quoi. Et je vais très mal le resituer, mais en gros, il expliquait dans son bouquin qu'avant, les chasses qui étaient héroïques, c'était la chasse à l'ours et la chasse au sanglier. Parce que le roi, il avait un petit domaine, c'était, je sais pas, le roi d'un bourg ou le roi d'une bourgade, quoi. Et donc, du coup, on voyait sa royauté dans le fait qu'il allait chasser au corps à corps l'ours ou genre le sanglier, et c'était très sportif et c'était très beau. Et après est arrivé le début de la Renaissance et le capitalisme. Et donc du coup, les rois qui étaient plus puissants, c'était les rois qui avaient des terrains. Et c'est là qu'est apparue l'histoire de la chasse à courre. Enfin, ou juste la chasse à courre, où là, les rois, ils pouvaient gagner juste parce qu'ils avaient l'espace pour avoir des chiens, pouvoir les éduquer, pouvoir aussi avoir les cerfs, avoir les biches, avoir les cervidés qui pouvaient chasser. Et en fait, ces chasses, c'était comme des balades, mais qui sont beaucoup moins sportives. Et en fait, c'est juste un jeu macabre qui parlait. Enfin, ouais, voilà. Et donc, je sais pas, ça m'a grave touché cette histoire et je trouvais ça intéressant de reprendre cette métaphore d'une manière plus ou moins visible. Je pense qu'on le ressent pas, mais en tout cas, moi, ça m'a fait une trame personnelle que je trouvais intéressante. Et en plus, comme le livre, il parle aussi un peu d'abus de pouvoir et de manipulation. J'ai vu des liens qui étaient chouettes, mais qui n'étaient pas non plus trop obvious, et je me suis dit, allez, let's go. Oui, et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux parler un peu du noir sous les ongles Ouais, carrément. J'en parlerai moins bien qu'eux, hein, mais du coup, Du Noir sous les ongles, c'est une maison de micro-édition qui a été créée il y a 5 ans. D'ailleurs, il y a bientôt l'anniversaire de la maison d'édition au Léviathan. Et de base, c'est 3 potes, Max, Octave et Anto. Max ne fait plus partie de la maison d'édition, qui voulaient diffuser et éditer les fanzines de leurs potes. Donc moi, je les ai pas rencontrés au début, je les ai rencontrés après. Et je pense que je les ai rencontrés aussi à un moment où de base c'était en mode on édite les fanzines de nos potes, mais ils commençaient à chercher un diffuseur et ils étaient un peu plus dans la com et ça se sentait qu'ils voulaient vraiment un peu plus ouvrir la maison d'édition, quoi. Et donc du coup, il y a eu, pour revenir sur la chasse à l'ours, il y a eu aussi un retentissement inespéré. Enfin, moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre, ça devienne vraiment un livre en vrai. Où je pense qu'au début on a dû le tirer à 300 exemplaires. Mais c'est le moment où en fait les gars ils ont trouvé un diffuseur, ils sont chez Serendip. Et du coup le livre a été diffusé et là j'ai eu des retours mais de gens trop mimi ou des gens random dans des librairies. J'ai eu des petits articles et des retours et j'ai pu présenter le livre et tout en festival ou dans des dispositifs. Et ça, je pense que oui, c'est sûrement lié à la diffusion, au fait que peut-être que c'est comme ça, coup de chance, c'est un petit bouquin qui marche bien. Et là, on est à 1000 exemplaires et peut-être plus, quoi, en fonction de comment la dernière s'écoule. Mais c'est hyper agréable pour moi de voir que ce truc que j'ai fait un peu avec mes potes comme ça, il trouve sa place chez plein de personnes. Ça me touche de ouf et je reçois des messages et notamment beaucoup de personnes assignées meufs. J'avoue, ça me fait trop kiffer, quoi, que ce soit un peu un bouquin de personnes assignées meufs et que toutes ces personnes, peu importe leur âge, me disent mais meuf, c'est trop bien,
ça fait du bien de lire des trucs comme ça. Ouais, que ça résonne chez d'autres Ouais. gens, quoi. Et du coup, c'est cool. Enfin, je pensais pas, quoi, mais ça, j'ai l'impression que ouais, c'est mon petit bébé qui fait son petit chemin. Et là, il a 2 ans et demi et il continue de marcher, quoi. Et il marche bien, donc ouais, c'est une belle surprise. Et justement, par rapport à ça, j'ai l'impression, donc, comme on a dit, tu es encore en études, là tu commences ta deuxième année de master. J'ai l'impression que la période des études, ça peut être une période où on expérimente beaucoup et où du coup on est parfois un peu dans une bulle et déconnecté des réalités concrètes du milieu. Et avec la chasse à l'ours, ça t'a permis d'avoir un pied déjà très tôt dans le milieu par rapport... Enfin, je connais très peu de gens qui sont encore en études et qui ont déjà publié. Et ça t'a permis notamment d'aller au festival d'Angoulême en tant qu'autrice. Est-ce que tu penses que ça t'a donné une forme de légitimité, maintenant que tu approches de la fin de tes études, dans l'idée de démarcher des éditeurs avec des plus gros projets dans le futur, donc peut-être, je sais pas, 100, 200 pages, soyons fous. Bah ouais, de ouf. Sachant que pas mal d'étudiants sortent des études un peu tétanisés et impressionnés à l'idée de devoir aller se confronter à des éditeuristes, pardon. Ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes quand même malgré le fait que tu aies déjà publié? Bah, j'appréhende bien sûr dans le sens où c'est pas agréable un refus. Mais en fait, ça, oui, c'est ce que tu viens de dire, ça me donne de la légitimité. Et du coup, je me dis, bah vas-y, let's go, c'est l'étape d'après. Demander à des moyens éditeurs, gros, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, commencer à démarcher des gens. Et là, en fait, je sens que c'est même pas que j'ai peur ou quoi, c'est que je commence à avoir envie. Parce que aussi, j'ai vu ce que ça faisait d'être lu par, on va dire, ouais, 1000 personnes. Et je me dis, waouh, ça fait quoi si c'est plus? Qu'est-ce que ça donne? Comment ça marche? Ça se trouve, je vais faire des gros flops et j'ai bien hâte de voir, quoi. Mais, mais oui, dans le sens où ça m'a donné un peu un aperçu de, bah, il y a des gens qui disent ce que tu fais, quoi. Et ça sous-entend que tu fais un peu pas ça pour rien. Et que si en plus ça peut résonner pour certaines personnes, bah, c'est banco. Même si ça résonne pour 3 pélos, bah, c'est trop bien, quoi. Enfin, ça te donne un peu une raison de faire ce taf ingrat, quoi. On va parler un peu aussi de tout ce que tu fais autour de la BD en tant que telle. On l'a pas encore évoqué, mais tu as aussi été membre du collectif Stash Moule. Est-ce que tu peux parler un peu de ce collectif et expliquer le rôle que tu avais dedans? Ouais, alors Stash Moule, c'est un collectif en non-mixité choisie d'auteuristes de BD et d'illustratrices. Et moi, je fais partie de ce collectif 1 an, disons, dans cette période jazzière dont je parlais la dernière fois. Et j'étais très heureuse de faire partie de ce collectif, mais comme je disais, après avec les études, j'ai pas pu continuer, il y avait trop de choses et c'était un peu trop intense. Et donc c'est un collectif qui organise notamment un festival qui s'appelle le Stage Fest, un festival de fanzine et d'édition. Et je les avais pas mal aidés pour cette édition-là, et moi je les avais aidés à curater l'exposition des artistes invités. Et après, Stage Moule, ça fonctionne aussi un peu comme une distro, dans le sens où les personnes qui faisaient partie du collectif pouvaient laisser leur fanzine, et ensuite les fanzines étaient vendues au nom d'un collectif, et ça permettait une certaine visibilité et justement enlever un peu ces trucs de syndrome de l'imposteur où bah, on est légitime ensemble et on a notre table ensemble. Après, ça a sûrement beaucoup changé vu que j'en fais moins en partie, mais j'ai un tout petit peu aidé pour le deuxième stage fest et j'étais trop contente aussi d'arriver en tant que bénévole et de voir l'avancée de ce collectif de ouf, quoi. Tu sais combien de membres il y avait à peu près Ça a l'air flou, je pense qu'il y a un noyau dur comme dans toutes les ASBL, quoi. Il y a un noyau dur avec allez, peut-être une dizaine de personnes, Ouais. et après il y a des personnes qui gravitent, même moi j'ai gravité, quoi. Mais oui, donc en tout, je sais pas, peut-être il y a 30 personnes, quoi, mais c'est comme le tonnerre, franchement, si tu regardes toutes les personnes qui font partie de cet assaut et les gens qui y sont vraiment. Et donc en plus d'être actif donc, dans le monde de l'édition avec ta BD, avec Stash Moule, t'as été Le Tonnerre, t'as aussi fait plusieurs résidences d'artistes, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu et raconter comment tu les as trouvés ou bien comment elles t'ont trouvé? Je sais pas trop comment ça s'est fait. Ouais. En fait, moi j'ai fait que des résidences enfin, sauf des autorésidences avec des potes où genre on part à la campagne, on dessine dans la maison du papy de bidule et on dit que c'est une résidence, quoi. Mais en tout cas, les résidences où j'étais invitée dans un cadre plus institutionnel, c'était que des résidences qui étaient en lien avec la danse contemporaine. Et en fait, j'ai une super copine qui s'appelle Zoé Lacnati, qui est une danseuse de génie, quoi. Je sais pas comment dire autrement, mais elle est brillamment forte. Et je la connais depuis longtemps et je suis méga heureuse de voir bah, son évolution, quoi.
Et c'est une meuf qui est trop cool et je pense qu'on partage ensemble un peu cette envie de mixer les arts et de voir des liens entre différentes formes d'art et comment ça peut s'articuler. Et au début, ça partait. Donc Zoé, elle était en résidence au Garage 29 pendant 1 an. Et sur des petites périodes, elle avait comme des propositions, des choses à faire. Et elle avait notamment une double résidence où il proposait à un artiste, une artiste, qui ne faisait pas de la danse contemporaine, d'essayer de créer un projet avec la danseuse qui était en résidence. Et donc j'ai été sélectionnée et on avait 2 semaines pour créer ce qu'on voulait. Et il y avait juste une date de représentation à la fin où on pouvait un peu, ça pouvait juste être un talk, on pouvait montrer une étape de travail, c'était assez libre en fait comme taf. Et moi je me suis un peu plus calée sur ce que faisait Zoé. Et Zoé bossait sur un solo qui s'appelle Arnold, inspiré de Arnold Schwarzenegger. Et des postures des femmes hystériques et d'iconographie de Charcot. Et donc on discutait un peu du rapport aux personnages et que moi j'écris avec des personnages, elle a des personnages quand elle danse et comment on pouvait faire des liens avec les deux. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'à la fin pendant cette représentation, on avait créé un fanzine de tous mes dessins de quand je l'observais pendant qu'elle dansait. Et on avait créé une petite performance où j'étais un genre de vieux docteur à la Charcot, quoi, qui observait Zoé qui dansait, qui reprenait ses postures d'hystérique et qui les refaisait. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, il y avait un peu ce dialogue comme ça autour du fait que moi, je peux pas dessiner directement de la danse si elle danse très vite, c'est impossible, ou alors ce sera flou. Et je lui disais, il faut que tu répètes tes positions pour que je puisse capter des mouvements, des postures de dos pour pouvoir vraiment dessiner. Et elle, par la répétition, ça l'a amené à créer une danse. Et on faisait un peu des échanges comme ça. Et je dessinais sur un rétroprojecteur. Du coup, on pouvait voir en live mes dessins. Et après, Zoé venait. On a noté ensemble des bouts de danse. Et ça créait un genre de récit comme ça, un peu scientifique, proto-médical. Et on a fait un petit fanzine. Et après, Zoé, elle a un collectif quoi, qui s'appelle De l'Impertinence, qui est un laboratoire de créatifs. Et en gros, tous les étés, en août à 7 pendant 2 semaines, elle et une autre meuf qui s'appelle Dora Penchef, elles invitent beaucoup de danseurs et souvent un photographe. Et en l'occurrence, là, c'était une dessinatrice pour dessiner et observer. Pendant une semaine 2 semaines. 2 semaines. C'est 2 semaines de résidence à 7. Et donc en gros, les danseurs présentent des étapes de travail de solo, de danse ou de duo. Et le photographe fait des photos de tout le monde. Souvent, il a une expo en amont. Et moi, j'étais un peu... j'y suis allée 2 fois, du coup, l'année dernière et cette année, je viens juste de rentrer. Et moi, j'étais un peu une petite souris où il y avait cette idée de créer un bouquin par rapport à cette résidence. Mais j'avais vraiment champ libre. Donc du coup, la première fois que j'y suis allée, j'étais en mode observation, j'allais au studio, je faisais des croquis. Et c'était hyper intéressant de encore plus rencontrer le milieu de la danse contemporaine, qui est un milieu que je connais vraiment pas tant que ça, quoi. Et j'imagine que quand on n'est pas danseur, c'est dur d'arriver au studio et d'avoir cette proximité-là. Donc c'était trop intéressant. Et ça m'a fait réfléchir à plein de trucs sur mon corps, sur ma posture, sur mon trait, sur la rythmique, je sais pas, de mes histoires. Et donc j'ai fait des dessins et après pendant 1 an j'ai bossé sur un fanzine dont on a fait le lancement en août qui s'appelle Et les saisons encore, qui reprend ses dessins, reprend des petits moments de vie de la résidence et reprend la musique qu'ils avaient utilisée pour une pièce collective qu'ils créaient pendant cette résidence, qui est une chanson de Marie Laforêt. Et donc j'ai fait ce fanzine en partenariat avec le Cyclo, qui est un atelier de risographie à 7. Il s'appelle aussi le studio Tram, c'est un studio de graphisme. Et donc oui, ça c'était une autre résidence où je suis allée juste travailler avec eux sur ce livre que je vois presque plus comme un livre d'artiste. Et c'est chaque fois pendant l'été, ça? Non, ça c'était en avril. Après, comme je suis étudiante et que c'est mes amis, je leur dis que c'est cool si on se cale sur mes vacances scolaires. Tu t'adaptes. Et est-ce que t'as prévu d'en faire d'autres encore avec eux ou... Non, je pense que là l'aventure est finie, en tout cas avec les filles, avec le collectif de l'impertinence. Je reviendrai en tant que touriste et bien sûr si elles m'appellent pour faire des dessins, parce que je faisais aussi les portraits en dessin de tous les participants
parce que c'était plus de la com, quoi. Donc ça, à voir si ça se refait, ça pourrait être chouette. Mais je pense que c'est cool de faire un peu une pause aussi avec la danse contemporaine, même si j'adore. Mais par contre, avec le studio Tram, bah ouais, moi j'aimerais bien. Ils m'avaient proposé de faire des illus, je sais qu'ils veulent lancer des collections, c'est des amorces de projets, hein, mais why not? On verra ce que ça donne, mais moi, c'est des personnes avec qui j'ai vraiment beaucoup aimé travailler, donc on verra. Ok, super. Et tu es également membre de Radio Grand Papier depuis un peu moins d'un an, si je me trompe pas. Un an pile poil. Un an pile poil. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce que c'est cette radio et comment tu t'es retrouvée chroniqueuse là-bas? Alors, Radio Grand Papier, c'est une radio ancestrale de la bande dessinée indé à Bruxelles. Non, enfin bref, c'est une super radio qui parle de bande dessinée indé où du coup t'as été invité. Donc c'est mensuel comme émission. C'est basé donc sur Radio Campus, qui est la radio de l'Université libre de Bruxelles. Et donc tous les mois, on se retrouve pour parler chacun d'une ou de deux BD qui nous a marqué pendant le mois, ou de fanzines, ou de festivals, ou d'événements, ou d'expositions, mais en lien en tout cas avec la bande dessinée pas mal indé. Et il y a un invité en deuxième partie d'émission qui vient parler souvent d'une sortie qu'il ou elle a faite et on lui pose des questions et c'est assez tranquille et tout. Moi j'adore, ça me stresse beaucoup, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce moment qui est dédié juste au fait de parler des bandes dessinées. Je prépare ma petite chronique et je parle des nouveautés qui sont sorties et ensuite on en discute ensemble. Et j'ai été invitée l'année dernière parce que Antoine et Romane, qui sont chroniqueurs dans cette émission, m'ont juste proposé quoi. En mode Hey Maya, tu veux pas faire ça avec nous? Ce serait trop cool. Et j'étais en mode ah ouais, ce serait trop cool. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. Et le live, ça t'a pas fait flipper? Oh, si, franchement, les 2 premières émissions, ça m'a tellement stressée. Parce que tu fais attention à ce que tu dis. Il y a aussi ce truc où au début je parlais pas trop, je préparais vraiment très bien ma chronique. Mais après, l'équipe est vraiment très cool et donc je leur posais des questions, ils étaient en mode ah ça c'est pas ouf ou ça c'est mieux, mais ça va, c'est quand même bienveillant. Et il y a aussi une émission spéciale à Angoulême où on va à Angoulême ensemble et on interviewe des gens qui sont tous là quoi, donc c'est plus simple de faire des interviews. Et là c'est une émission un peu spéciale en mode que interview. Mais oui, c'est stressant et j'ai un peu accepté le fait que j'allais dire des conneries et que c'est pas grave et au pire les gens rigoleront quand ils m'écouteront. Et comme on a pu l'entendre, tu es investi dans beaucoup de projets et tu es encore en études. Est-ce que c'est pas compliqué à concilier Si. tous ces projets ensemble? Si, c'est compliqué, mais quand j'ai du temps libre, je me rajoute un projet, donc c'est qu'au final, j'aime bien ça. Je pense que... Enfin, c'est compliqué, mais j'ai pas envie de changer. Genre, tout ce que je fais, ça m'apporte tellement de joie et j'adore, quoi. Et il y a un peu ce truc dont je te parlais, je crois que j'ai un peu faim, j'ai comme une envie de... Pas de rattraper le temps, mais de combler peut-être des vides, j'en sais rien. Mais en tout cas, Bruxelles, c'est une ville super et j'ai des amis super qui font tous des choses super, donc j'ai envie de dire oui à tout. Et peut-être je dis oui et après je dis non quoi, à certains projets. Peut-être qu'il faudrait aussi que j'apprenne à dire non à certains trucs. Mais pour l'instant, ça peut être un peu stressant à certains moments, notamment au moment des deadlines, quoi. Mais je suis quand même contente de ce rythme de vie. Et bien sûr, je garde une part pour ma vie sociale, quoi, parce que sinon, je pète un câble. Mais je pense que j'ai un bon équilibre. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas que l'aspect BD, il y a aussi, comme on disait, la radio, etc., ou les collectifs, c'est aussi tout ce qui gravite autour de la BD, quoi. Ouais. Est-ce que tu as ce besoin d'aller d'un peu tout explorer de ce milieu-là? Pas tout, parce que ce serait horrible. Mais aussi, moi, je suis hyper sociable. Et je pense que je suis juste stimulée par les rencontres et par les gens. Et c'est une très forte source d'inspiration, quoi, de discuter avec des gens, d'échanger autour de choses, de rencontrer des nouvelles personnes qui ont des projets intéressants. Et en fait, le collectif, les festivals et la radio,
ça me permet d'être sociable dans le contexte de la bande dessinée. Et ouais, je pense que c'est important pour moi, ça. Ouais, je comprends, j'ai un peu ce truc-là aussi, mais je pense que c'est quand même assez... Rare. dans la BD, comme c'est quand même un milieu où les Ouais. gens sont assez timides, assez peu... comment on dit, introvertis, quoi. C'est assez peu courant. On va revenir un peu sur ton travail d'autrice, en tout cas. Du coup, cette année, tu rentres en deuxième année de master à Saint-Luc et c'est une année où, normalement, je sais pas si c'est toujours le cas, je suppose que oui, on développe un projet sur le long terme, sur toute l'année. Est-ce que tu sais déjà sur quoi tu veux travailler? Ouais, mais alors, enfin, t'en parlais tout à l'heure, je suis encore à l'école et du coup j'ai ce luxe immense de pouvoir expérimenter sans avoir de conséquences par rapport à ce que je fais. Genre, ce que je fais, ça va pas me rapporter des thunes, il n'y a pas d'éditeur derrière. En fait, je fais juste un truc pour moi où il y a des profs qui sont là pour me donner des conseils. C'est genre le luxe, quoi. Et j'ai des idées floues, mais c'est toujours comme ça quand je commence des histoires. Ça n'a ni queue ni tête, mais j'ai comme des images très très présentes. Et là, je sais que je veux que la BD se passe aux États-Unis. Je veux qu'on suive une meuf qui a genre 40 ans, qui devient un peu tarée dans sa tête, dans le sens où elle sait pas si les gens sont des aliens ou pas. Un peu en mode body snatcher. Et je te dis ça, j'ai jamais vu les films, hein, mais. Je vois même pas ce que c'est. Ouais. Bah, en gros, c'est la meuf qui explique le film alors qu'elle l'a pas vu. Mais c'est comment on dit un thème, quoi, dans le cinéma Ok. américain où il y a des aliens ou, je sais pas, des forces maléfiques, quoi, qui arrivent dans un village et qui prennent les corps des humains. Et en fait, c'est un peu ce. Du coup, les héros arrivent plus à savoir qui sont des aliens ou qui sont des humains. Et il y a souvent juste des tout petits détails pour pouvoir dire si un alien est un humain ou pas. Et il y a souvent une personne qui arrive à avoir ces détails et les autres ne le croient pas. Mais genre, j'adore que ce soit que ça vienne des États-Unis parce que c'est trop un pays. Genre, moi j'ai de la famille aux États-Unis, je connais bien. Et c'est un pays qui est grave dans le contrôle fric et dans la psychose et un peu dans l'hypocrisie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un motif qui, moi, me parle de ouf et qui, je pense, peut avoir des ressorts narratifs hyper intéressants et qui a déjà été exploité en bande dessinée. Mais j'ai vraiment envie de l'axer plus sur un truc de beaucoup plus féministe et beaucoup plus sur un peu ouais, les secrets de famille et comment c'est caché ou pas. Mais que ce soit très pop et un peu dreamy. Et j'ai des images de décapotables qui roulent sur des routes. Donc voilà, c'est hyper flou, mais je sais que je vais pas tarder à m'y mettre et je vais juste commencer à faire des scènes en découpage et voir comment tout ça, ça sort, quoi. Et je suis trop contente d'avoir un an pour pouvoir vraiment juste un peu me laisser guider par l'histoire et par mes instincts. Et par rapport à ça, comment est-ce que tu choisis tes sujets? À quel moment tu te dis, ok, ça, j'ai envie de travailler cette thématique ou cette histoire? Bah en fait j'ai un peu genre 15 sujets dans ma... Enfin non pas 15, j'abuse. 4 sujets dans ma tête, on va dire. Et c'est marrant parce que souvent quand je fais un projet, bah j'ai un autre sujet qui arrive. Et en fait je décide de les faire quand j'ai le temps de les faire, quoi. Ouais, donc c'est le truc que t'emmagasines et puis quand c'est Ouais. mûr, tu vois. Après, j'ai des, on va dire, j'ai des thèmes récurrents, genre l'amour, l'ennui, les discussions entre potes. Moi, j'adore écrire les dialogues, je trouve ça trop ouf. Et les couchers de soleil. En tout cas, les moments de transition dans les journées, tu vois. Ouais. Genre entre chien et loup, je trouve que il se passe des trucs émotionnels et ou météorologiques hyper intéressants et les moments de transition, quoi, on va dire. Genre l'adolescence aussi, c'est une période qui me fascine de ouf. Et juste un peu la vie pas fun. La vie random, la vie normale des gens normaux, qui est pas du tout héroïque, mais Ouais, qui est très poétique. Je pense qu'il y a un peu de tout ça dans tout ce que je fais. en effet. De tout ce que j'ai lu en tout cas. Et du coup, tu travailles beaucoup au crayon, mais aussi au feutre noir, au feutre de couleur, ce qui te permet, j'ai l'impression, de tendre vers un style quand même assez spontané. Mm. Est-ce que tu as envie d'expérimenter encore d'autres techniques ou bien tu commences à avoir des préférences qui te conviennent et que tu as envie plutôt d'approfondir? Bah non, comme d'hab, je pense qu'on commençait à comprendre un peu que moi j'aime bien tout faire. Et bah là, j'ai fait mon projet de fin
de Master 1. Je l'ai fait au Rotring et au Pro Marker. Et c'était un peu une réconciliation avec la couleur. Et là, maintenant, j'ai envie de faire de l'encre, de l'aquarelle, plein de trucs. Et le Pro Marker, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Mais j'ai un tout petit projet, pareil, proto-projet avec une copine, qui va se passer dans une boîte de nuit abandonnée. Et justement, là, niveau couleur, je pense que je vais pas mal bosser sur des encres ou sur du pastel ou expérimenter plus. Donc en tout cas, non, j'ai pas vraiment un outil fétiche. Maintenant, le rotring, ça commence à vraiment faire partie de ce que je fais. Mais le crayon, j'adore. Enfin, le critérium HB. Et je sais que pendant longtemps, j'avais aussi un peu la volonté que mon matos ne coûte presque pas d'argent. Qu'en fait, si j'oublie ma trousse, je vais à Carrefour, j'achète mon critérium et mon bloc de feuilles A4 et c'est bon. Genre la chasse à l'ours, c'est dessiné sur des feuilles A4 d'imprimante avec un critérium, quoi. Et ça me rassure très fort. Ouais, je comprends. Bah, moi, j'avoue que j'ai rétréci mes tailles de pages au fur et à mesure. J'ai commencé en A3, je suis passé en format. A3, moi, là, je suis en A4, quoi. Ouais. C'est trop grand. Et par rapport à tes projets, est-ce que tu as des moments de doute? J'imagine que oui, comme tous les auteurs et autrices. Et du coup, si oui, comment est-ce que tu fais pour te remotiver quand tu sais plus si ce que tu fais c'est bien ou pas? Bien sûr que j'ai des doutes. Faudrait plus trouver quelqu'un qu'on n'a pas. Oui, j'ai grave des doutes. Enfin, c'est plus des trucs en mode je suis nulle, ce que je fais c'est pourri. Mais moi, ce qui me rassure, c'est de me dire que je sers un peu à rien. Et que ce que je fais, c'est un caillou dans une montagne de cailloux. Mais que tous ces cailloux, ils sont trop super. Et que quand il y a des gens qui se baladeront, ils trouveront un petit caillou et ils seront contents de trouver mon caillou. Comme d'autres gens seraient contents de trouver un autre caillou. Et qu'il y a un peu son caillou pour tout le monde, quoi. Enfin, je pense que des fois, ce qui peut me faire flipper, c'est bien sûr se comparer aux autres. Ou voir qu'il y a plein de choses super et se demander à quoi on sert. Surtout qu'en plus, je bosse dans une librairie. Et je vois tellement de livres passer, à chaque fois je me dis, mais franchement, à quoi ça sert que moi j'en fasse un, quoi? Il y en a déjà plein. Mais c'est ce que je disais tantôt, quoi, sur le fait que si ça touche 4 personnes, c'est trop bien et en vrai, ça me redonne confiance. Et aussi, juste, en fait, faire de la BD et de dessiner, il y a des moments, c'est dur. Enfin, quand j'y pense, c'est dur, mais quand je le fais, c'est tellement bien que ça va, quoi. Je sais pas si toi t'as ça, mais tu sais, les débuts de projet, c'est des moments tellement euphoriques où tu te dis que tu fais le meilleur projet du monde et t'as trop d'idées et c'est trop bien et t'es en mode je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après tu fais des tests et bien sûr c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, mais le haut il est tellement cool que je suis plus en mode vas-y, je vais juste apprendre à dealer avec mon down et je pense que ça s'atténuera au bout d'un moment. Et je sens déjà que ça s'atténue en vrai. Mais bien sûr je doute, hein. On doute tout ça. Et donc, tu as encore un an là avant d'arriver dans la vie active, on va dire, même si tu es déjà très active. Et comme on le sait, vivre de la BD, c'est pas une chose forcément aisée. Est-ce que c'est un peu quelque chose que tu appréhendes de te lancer dans la vie active? Bon, tu as dit que tu avais un travail en tant que libraire. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Est-ce que tu as un peu un plan de vie ou bien tu penses que tu vas te laisser porter voir Non, justement, c'est l'avantage d'être dans le milieu, comme tu dis. En tout cas, d'avoir plein d'amis qui sont déjà actifs dans le milieu. C'est que tu vois la réalité de ce que c'est, quoi. Et la pluralité aussi. Où il y a des gens qui ont un taf alimentaire, il y en a non, il y en a qui en vivent, il y en a qui en vivent pas. Il y en a qui veulent avoir le temps de faire leur BD, du coup ils sont au chômage ou d'autres qui ont un job. Enfin, je sais pas, je me dis j'essaierai un truc. Moi, dans ma tête, je pense que je vais être en mode job alimentaire à mi-temps et faire mes trucs. Après, je commence à être forte en demande de bourse là, avec toutes les résidences que j'ai faites. Donc, j'ai un peu un genre de business plan. Enfin, je dis ça avec des guillemets, un business plan. Mais d'essayer de demander des bourses et voir si c'est pas possible. Au moins, quand je travaille sur des projets de BD, d'être tranquille et de pouvoir pas travailler. Après, à long terme, moi, c'est un dream de ma life, j'aimerais trop être prof. Mais plus tard, quoi, et on verra. En vrai, je sais que ça va être la galère, du coup, j'apprends pas tant que ça, parce que c'est déjà la galère. Donc, ça va, c'est ok.
Ok, super. On approche bientôt de la fin. Il y a encore des questions un peu plus sur tes influences, etc. Du coup, est-ce que tu as des auteurs références, qui peuvent être de BD ou pas forcément, qui t'inspirent Forever, Julien Nil. Même si c'est hyper bateau comme référence, moi je pense que. Enfin, je lisais pas beaucoup de BD quand j'étais petite, j'en ai lu plus ado. Mais genre, ça, c'est l'une des seules BD que j'ai lues. Et comme plein de gens, je pense que c'est grâce à ce mec que je fais de la BD, quoi. Donc, ça, là, j'ai grave mis du temps, mais j'ai enfin lu Camille Jourdi. Et c'est mais tellement ouf et excellent et trop bien. Et donc, ouais, je pense elle m'inspire de ouf dans le sens où je trouve que ce qu'elle fait, c'est méga généreux et c'est ce que je disais un peu tantôt, dans le sens où elle parle un peu de la vie normale, mais avec tellement de poésie et beaucoup de bienveillance aussi. Je trouve ça super. Après, encore une autrice dont tout le monde parle, bien sûr, c'est Ursula Le Guin, qui, c'est mes thèmes, mais qui parle très bien de la vie et des moments de vie un peu chiants et nuls, mais qui font des récits en fait. Et je pense que c'est un petit peu ça qui, moi, me pousse, on va dire, dans ce que je fais, c'est de rendre la vie banale euh, storyable. Enfin, je sais pas comment dire, mais intéressante. Parce qu'elle l'est. Et peut-être qu'on peut aussi voir une lecture féministe à ça, je pense. Mais dans le sens où, en fait, revaloriser la vie à la maison, revaloriser juste le fait de faire des courses, d'avoir un peu des discussions sur le love, des discussions sentimentales. Moi, mes personnages, j'ai pas envie qu'ils aillent faire la guerre et qu'ils se combattent et qu'ils gagnent des trucs de ouf. Genre, ça m'intéresse pas du tout. Et je pense vraiment que j'ai un amour du détail et d'essayer de capter des choses de la vie et de sa poésie. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop d'autres idées de grands auteurs comme ça qui pourraient. Oh, c'est déjà bien. Ouais. Mais en tout cas, juste pour finir, je pense que moi, ce qui me touche de ouf quand je lis une BD, c'est quand je vois. Ah si, Adam des Souza, un mec que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui a fait une BD qui vient d'être traduite, qui s'appelle Les Herbes Sauvages, je crois. Excellent. C'est trop beau. Et c'est des ados qui se cachent, qui font une fugue. C'est trop bien. Est-ce que tu as d'autres œuvres que tu as envie de partager? Bah franchement, j'ai passé l'été à voir de la danse contemporaine. Et ça, mais ça me fout des claques à chaque fois. Maintenant, je passe tous mes étés pendant 2 semaines, je vois des pièces de malades et en fait, ça me. Je pourrais pas redire les noms des pièces, je suis désolée, je me rappelle pas. Mais j'invite les auditeurs à aller suivre de l'impertinence sur Instagram. Mais en fait, juste de voir comment les gens bossent avec leur corps et comment ils sont investis sur scène, moi ça me donne envie d'être autant investi. Et, et de. Alors c'est bizarre, mais comme de sentir la BD dans mon corps, où ça m'habite et où en fait ça me donne encore plus envie d'y penser tout le temps. Mais pas tout le temps, mais juste comme une petite pensée, tu vois, en arrière-fond que j'ai quand je me balade ou quand je fais ma vaisselle, quoi. Donc ça, on peut dire que ça m'a marqué. Mais ça me fait penser à Baru, je sais pas si tu connais, Non. qui lui, il dessine debout. Mm. Alors, je pense que c'est pas le seul, mais en tout cas, il y avait un peu ce truc, c'est un dessinateur qui dessine debout, et donc il y a tout un rapport au corps quand il dessine qui est encore différent, quoi. Qui est assez expressif. S'il y avait une œuvre déjà existante dont tu aurais aimé être l'autrice, laquelle est-ce que ça serait? Waouh, c'est horrible comme question. Et j'aime bien, je trouve il y a un petit. On apprend un peu plus sur les autoristes comme ça. Ok, extrême. J'espère que pas trop de gens vont écouter ça. Mais Samuel, là, la série qui est sortie sur Arte. Ah ouais, je vois. Très, très, très. En fait, j'ai tellement de potes qui m'ont dit meuf, on dirait que c'est toi qui as fait ça. C'est trop ton humour, c'est trop ta vibe, c'est trop ton kiff et tout. Et je pense que ouais, j'aurais bien aimé que ce soit moi qui l'ai fait. Surtout que là, j'écris une histoire qui est un peu sur les mêmes thèmes et je m'empêche de voir la série parce que j'ai peur que ça m'influence trop. Ouais, Mais ouais, je on pourrait comprends. dire ça. Et quand tu travailles, j'imagine que comme surtout sur des longs projets comme tout le monde t'écoute des choses, s'il y avait un podcast, un album ou une émission pour que les gens puissent imaginer ton mood quand tu crées,
qu'est-ce que ça serait? Un truc déjà existant ou un truc Ou que j'invente? comme tu veux. J'avais écrit la question en pensant déjà existant, mais tu peux inventer aussi si tu veux. Qui reflète des choses dans ma tête. Mais genre, tu vois, tu dis, ah ça caractérise mon mood, en tout cas à certains moments quand je crée, quoi. Je sais pas si c'est un podcast, mais pour bien capter mon mood de moi dans ma tête quand je bosse, je pense que ce serait juste une ambiance en mode sunset, hyper réconfortante et assez chill quoi. Genre j'ai ce truc, je sais pas si d'autres gens ont ça, mais quand je suis dans le taf et que je suis dans une session de travail où je sais que j'ai du temps, que je suis bien, j'ai l'impression que je suis dans un petit cocon et c'est juste trop cool. Donc peut-être ça, ouais. Ouais, pas mal, hein. Ça s'appellerait Chill Maya. Je sais pas. Ok, est-ce que tu aurais un conseil à donner? C'est un peu la question de fin d'émission à chaque fois. Un conseil à donner qui peut être un conseil qu'on t'a donné, qui soit en lien avec la BD, la créativité, la productivité ou tout ce que tu veux. Du coup, ce serait un conseil que j'ai écouté dans la vignette de Boulet, qui disait à la fin, genre, c'est jamais le. Enfin, c'est toujours le bon moment pour faire votre maxi chef-d'œuvre. Et je veux pas faire de chef-d'œuvre, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon conseil dans le sens où c'est comme passer son permis, quoi. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment pour envoyer un dossier à des éditeurs. Il y a bien sûr le facteur temps qui est très présent, mais je trouve que c'est assez réconfortant ce truc de, en fait, tu peux envoyer quand tu veux. Et plus ce truc de, j'aimerais bien l'appliquer à moi, mais ciao, le syndrome de l'imposteur, on a tous le droit de faire des trucs, quoi. J'adorerais que on l'ait plus. Quand je vois des vieux man qui m'expliquent comment marchent mes règles, Ouais. bah je me dis qu'il faudrait pas que j'ai le syndrome de l'imposteur, tu vois. Ah, très bon conseil, hein. Bah écoute, on arrive à la fin. Est-ce que tu as une actu qui approche? Où et quand est-ce qu'on peut te retrouver? Bah ouais, actu, du coup il y a les 5 ans de Noir sous les ongles. Le 5 octobre à la librairie Le Léviathan. En plus, je viens de dire 5 octobre, je sais que j'ai 3 trucs en même temps, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, c'est une fausse actu parce que personne ne viendra me voir. Mais je serai à Seattle pendant un mois, du 13 octobre au 13 novembre, pour aider à organiser un festival qui s'appelle le Short Run Festival. Enfin, un comic festival. Et ça va être oufissime. Donc, si vous êtes À Seattle. dans l'État de Washington ou dans l'Oregon, et ben vous pouvez venir voir le festival qui sera super. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Hassan. Et puis on a hâte de lire tes prochains livres.